bonsoir. En septembre 2015, 193 pays, dont le Togo, ont adopté les 17 objectifs de développement durable, ODD, à la suite de ceux du millénaire pour le développement, OMD. Et ces ODD ambitionnent de transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant une transition vers un développement durable d'ici à 2030. Et depuis 2015, donc, le Togo s'est attelé à réaliser ces objectifs et la semaine dernière, pour une troisième fois, notre pays a présenté son rapport sur l'atteinte de ces 17 objectifs. Ce soir, nous allons découvrir donc en détail ce rapport pays, le chemin déjà parcouru par le Togo et surtout la nouvelle stratégie pour l'atteinte de ces objectifs qu'est le PND. Et pour nous en parler un peu plus, justement, nous sommes autour de cette table avec plusieurs invités. D'abord, nous avons Monsieur Etri Romevo. Il est le secrétaire général du ministère de la Planification. Monsieur Romevo, bonsoir. Bonsoir, madame. Juste à côté de Monsieur Romevo, nous avons le conseiller économique au PNUD Bureau Togo, Monsieur Nicolas Kazadi. Monsieur Kazadi, bonsoir. Bonsoir. Un autre économiste sur ce plateau, Monsieur Stéphane Akaya, qui est le conseiller économique et financier du Premier ministre. Monsieur Akaya, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également sur ce plateau le directeur de la planification et des politiques de développement, Monsieur Gervais Meati. Monsieur Meati, bonsoir. Bonsoir. Et la société civile est également représentée sur ce plateau à travers le Youth Impact avec M. Julio Atti. Monsieur Atti, bonsoir. Bonsoir. Alors, chers invités, avant de découvrir les ODD, voir le chemin parcouru, nous allons d'abord essayer de comprendre un peu cet agenda 2030 dont on parle souvent quand on évoque les ODD. Alors, Monsieur Romevo, dites-nous, cet agenda-là, c'est quoi concrètement 2030? D'abord, je voudrais remercier la TVT pour nous donner cette occasion de nous réexprimer encore une fois vis-à-vis de nos téléspectateurs et des populations pour davantage sensibiliser encore sur cet agenda 2030 qui est devenu aujourd'hui, on va dire, une terminologie qui doit être sur les lèvres de toutes les personnes. Quand on dit agenda 2030, en fait, c'est le programme de développement durable à l'horizon 2030 qui a été consacré au niveau du système des Nations Unies pour pouvoir transformer le monde et envisager, si vous voulez, un avenir plus prospère et plus radieux pour toute la planète. Et dans ce contexte, donc, tous les pays du monde se sont réunis en septembre 2015 pour pouvoir adopter ce programme de développement durable qui vise, dans les grandes lignes, à pouvoir orienter l'action de développement des pays en définissant un idéal commun pour tous les pays du monde en vue de pouvoir mieux ancrer dans les politiques les questions de développement durable qui reposent sur trois piliers fondamentaux: le pilier économique, le pilier social et puis le pilier environnemental, auquel bien entendu on peut ajouter de manière transversale les questions de gouvernance. Donc c'est, si vous voulez, une ambition mondiale qui est donnée à tous les pays du monde. Et je précise que c'est tous les pays du monde, y compris les pays en développement et les pays développés, à contrario de l'agenda sur les OMD qui ne se focalisait plus que sur les pays en développement. Donc là, on a une vision mondiale pour tous les pays qui revient maintenant à différents pays de pouvoir s'approprier et internaliser en vue de pouvoir mener des politiques qui vont dans cet esprit pour pouvoir mieux orienter les actions de développement durable. D'accord. Alors c'est un peu plus clair maintenant. Alors mais Monsieur Meati, disons que la semaine dernière, le Premier ministre était à New York. On parlait là de forum politique de haut niveau. C'était quoi concrètement? Expliquez-nous un peu plus. À la suite du secrétaire général qui vient de vous expliquer un peu c'est quoi l'agenda 2030, je voulais peut-être vous dire que c'est un plan d'action mondial, n'est-ce pas, avec 5 axes. C'est un plan d'action, n'est-ce pas, avec 5 axes, avec des principes, avec une vision. Vous l'avez dit au début de ce journal, enfin de cette émission, vous avez énoncé donc la vision, des principes, avec 17 objectifs,
avec 169 cibles, avec 232 indicateurs. Donc c'est un plan d'action mondial, et comme il a été dit, qui dit, n'est-ce pas, au monde entier, la vision, n'est-ce pas, une feuille de route visionnaire pour que nous allions vers cette prospérité, cette inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et l'égalité entre les sexes. Le paragraphe 84 de cet agenda dit qu'il faut qu'il y ait des examens nationaux volontaires au titre du forum politique de haut niveau qui doit se faire chaque année. En fait, c'est pour les examens nationaux volontaires amènent les États à voir dans quelle mesure et les efforts qu'ils ont fait dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Donc, le forum politique de haut niveau se réunit chaque année au mois de juillet et tous les 4 ans sous les auspices, donc chaque année sous les auspices du Conseil économique et social et tous les 4 ans sous les auspices de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc ça veut dire que l'année prochaine, il y aura 2 sessions du forum politique de haut niveau, une en juillet pour sous les auspices, voilà, comme chaque année, sous les auspices du Conseil économique et social, et puis en septembre, sous les auspices de l'Assemblée générale des Nations unies, en présence des chefs d'État. Voilà un peu ce que c'est que le forum politique de haut niveau. Donc, ça permet, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure on met les objectifs de développement durable, les défis, les enseignements et puis les expériences qu'on peut partager. D'accord. Donc, disons que la semaine dernière, le Premier ministre était à New York pour la réunion annuelle, on va dire. Exactement. D'accord. Alors, c'est depuis 2015 donc, que les objectifs de développement durable ont été adoptés par plusieurs pays, des centaines de pays dans le monde. On va dire qu'il y a déjà 3 ans de parcours. Alors, on va essayer de voir un peu les avancées à retenir. Monsieur Kazadi, vous êtes au niveau du PNUD, c'est la mission, le travail qu'a le PNUD justement pour la réalisation de ces ODD-là. Mais s'il faut parler on va dire, de bilan ou de ce qu'il faudra retenir des avancées dans la mise en œuvre de l'atteinte de ces ODD-là, 3 ans après, qu'est-ce qu'on dira au niveau mondial? Bien, merci beaucoup. Votre question. D'abord, je voudrais, si vous permettez, rappeler qu'en 2015, il y a eu, certes, les ODD qui ont été adoptés en septembre, mais vous vous souviendrez également qu'en juillet de la même année, on a adopté à Addis Abeba un cadre global pour le financement de cet agenda 2030, et en décembre, on a adopté des engagements, l'accord sur le climat. L'accord sur le climat a pour objectif de faire en sorte que la température de la Terre par rapport à l'ère pré-industrielle n'augmente pas de plus de 2 degrés. Parce qu'on estime qu'au-delà de 2 degrés, c'est la catastrophe. Et la tendance actuelle nous conduisait vers cette catastrophe. Et donc, les ODD, c'est un peu le cadre de mise en œuvre qui va permettre d'atteindre cet objectif-là, d'absence, disons, de limitation de l'augmentation de la température. Maintenant, ces ODD doivent être financés, bien entendu, et ils doivent être suivis. Contrairement aux OMD, qui étaient jusqu'en 2015, il y avait un cadre de suivi par pays et au niveau mondial qui était lié à un nombre réduit d'indicateurs. Mais comme l'a dit M. Meachi tout à l'heure, nous avons aujourd'hui 169 cibles et plus de 300 indicateurs, ça dépend des pays, etc. Donc, on est dans une configuration différente. Les pays sont en train de travailler sur la manière dont le rapportage va se faire sur le plan chiffré dans les années qui viennent. Je crois que l'année prochaine est une grande année parce que c'est la première grande année après les 4 ans où on aura les chefs d'État. Oui. Il est probable que nous ayons un premier rapport qui donne avec beaucoup de rigueur des indications chiffrées sur les progrès accomplis. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des progrès qui se font et chaque année, dans les revues annuelles auxquelles le Togo a participé depuis 2016, chaque année, on enregistre dans différents ODD des progrès et surtout des expériences qui montrent les tendances où on va. Par exemple, l'année dernière, on a vu qu'il y avait des progrès en matière de pauvreté, d'équité, etc., mais il y avait encore des inquiétudes sur la question de l'adoption des méthodes de consommation
et de production durable, et il y avait encore des doutes sur la capacité du monde à atteindre l'objectif de limitation du réchauffement climatique. Alors, pourquoi on parle de réchauffement climatique? C'est pas parce que on a besoin, c'est pas parce que on se préoccupe de la planète, on se préoccupe de nous-mêmes, les humains. Voilà. Mais on estime que si on n'atteint pas cet objectif, notre sort en tant qu'humain, notre sort est compromis. Et donc, tout cela, ce qu'on appelle l'agenda 2030, dont le secrétaire général a parlé tout à l'heure, repose sur un principe fondamental. C'est le droit au développement. C'est-à-dire qu'on doit tous le droit de nous développer, et on doit même accélérer ce développement parce que c'est un droit fondamental, mais on ne peut pas le faire au détriment de l'environnement, sinon on est tous emportés. Et voilà pourquoi on met la question climatique, la question environnementale au cœur des préoccupations. D'accord. Donc voilà. Donc si je peux résumer, la tendance, c'est que jusqu'à l'année passée, sur le plan économique et social, on avait de bons progrès. La croissance a repris d'une façon générale, mais on avait des inquiétudes sur la capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre notamment, qui sont le risque majeur que nous courons tous. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Kazadi. Alors, M. Akaya, alors, si on prend, disons, ce bilan-là qu'on est en train de dresser un peu 3 ans après, au niveau économique, qu'est-ce qu'on dirait? Oui, bien sûr. Merci pour la question d'abord, mais ce que je voudrais aussi rappeler par rapport à ce que mes collègues ont dit, c'est que nous sommes en train de gérer 2 objectifs. Un objectif d'émergence, pour les pays africains surtout, mais en même temps un objectif de développement durable. Donc nous devons concilier les deux, parce que l'enjeu majeur pour nos pays, c'est la transformation structurelle de nos économies. Okay, comment nous passons des économies traditionnelles avec très peu de productivité, avec très peu d'emplois, avec très peu de création de richesses, vers des économies plus résilientes, des économies plus transformatrices, mais tout en respectant l'environnement. Donc, nous avons toujours cet enjeu majeur, et des fois, la question des ODD se résume à la question de l'environnement. Mais l'idée ici, et que j'aimerais partager avec les téléspectateurs, c'est de dire que les ODD ne sont pas que pour l'environnement. Vous allez voir que sur les 17 objectifs, nous avons des objectifs qui sont vraiment des objectifs qui sont la question de l'énergie par exemple, la question de l'agriculture qui transforme beaucoup plus. Donc les ODD, c'est un tout qui rassemble ces 2 objectifs, et les pays s'inscrivent dans ces dynamiques pour créer des communautés plus prospères et plus intéressantes pour les populations. Alors, pour revenir à votre question, c'est de dire que depuis la mise en œuvre des ODD, nous voyons quand même qu'il y a des progrès intéressants sur le plan économique. Vous prenez la question de l'extrême pauvreté. Nous sommes passés, par exemple, dans les années 2000, nous sommes autour de 27%. Aujourd'hui, en 2017-2018, nous sommes autour de 9%. Okay? Ce qui fait que la mise en œuvre de l'agenda a quand même impacté le quotidien des gens, le quotidien des pays, de sorte à ce que ce niveau de pauvreté puisse quand même être assez, plus ou moins acceptable. Nous avons aussi la question de la productivité globale au niveau du monde. Cette productivité, depuis 2015, est en train de s'améliorer. C'est justement grâce à un certain nombre à une convergence internationale plus favorable, parce que nous avons eu la reprise au niveau des matières premières. Les coûts des matières premières ont connu des bons assez intéressants. Nous avons aussi les économies comme les nôtres qui ont su quand même affronter la crise de 2008, et aujourd'hui ces économies sont encore plus prospères. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que au niveau des IDH, des indices de développement humain, quand je prends dans notre zone, cet indice a beaucoup progressé. C'est-à-dire ne serait-ce que le Togo est d'ailleurs le meilleur pays de l'UEMOA à avoir un IDH assez intéressant. Donc ça veut dire que la mise en œuvre de l'agenda a des résultats assez intéressants. Mais de l'autre côté, nous avons aussi des défis. Oui. Nous avons aussi des défis. On n'est qu'à 3 ans. Voilà, on n'est qu'à 3 ans. Il y a des défis importants. Et au nombre de ces défis, on peut citer, d'ailleurs quelques-uns. Le défi majeur aujourd'hui reste quand même la question, un des défis majeurs reste la question du financement du développement. Okay? Nous savons que les ressources se raréfient parce que les besoins deviennent assez importants.
important, alors que les ressources sont faibles. Comment nous arrivons à justement financer les ODD? Cette question est revenue au niveau mondial, sur laquelle nous avons beaucoup planché et on a beaucoup misé sur la mobilisation des ressources internes. Et le Togo reste un pays assez intéressant en termes de modèle, avec la création de l'OTER, où les bons assez intéressants sont en train d'être observés. Donc voilà un peu de manière globale. Disons au niveau économique. Et M. Aka, vous avez même déjà commencé par évoquer, disons, sur le plan national les avancées. M. Kazadi, vous voulez ajouter quelque chose? Ce qui est important aussi de dire, même si on reste optimiste sur le plan purement économique et social, il faut quand même souligner que la tendance actuelle en termes de croissance économique et de réduction de la pauvreté, depuis 2015 jusqu'à présent, ne permet pas d'envisager l'atteinte des objectifs à l'horizon 2030. Il faut que ce soit clair, c'est valable au niveau mondial et au niveau africain. Il faut que la croissance économique soit beaucoup plus forte. Pour l'Afrique, il faut qu'elle soit au moins de 7% en moyenne. Si on veut espérer approcher les objectifs, on est encore en dessous, on est autour de 5% à peu près, et c'est un vrai défi. Mais les analystes pensent que la tendance actuelle, si elle est consolidée, pourra permettre d'arriver à des taux de croissance plus élevés dans la période qui vient. Et l'un des défis est celui que a mentionné M. Akaya, c'est celui du financement. Parce qu'on a un gros défi, surtout dans les pays les plus pauvres, les pays africains notamment. Le gros défi, c'est celui des infrastructures. Les pays africains sans infrastructures, les perspectives de croissance et de réduction de la pauvreté sont faibles. Et à l'heure actuelle, on a un gap d'environ 50 milliards de dollars par an. Donc les évaluations indiquent un besoin de 100 milliards de dollars par an pendant 10 ans ou 15 ans pour relever le défi des infrastructures. On est à peine à 50 milliards en moyenne. Donc voilà un des défis. D'accord. Alors, Monsieur Romévo, on a vu un peu ce qui s'est fait sur le plan mondial et tout, mais au niveau national. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on est en bonne voie pour 2030? Alors, avant de revenir au niveau national, je voudrais étayer un peu les points soulevés par les collègues tout à l'heure lorsqu'ils parlaient des avancées, mais surtout des défis. Parce que l'un des intérêts de ce forum politique de haut niveau, c'est vraiment d'offrir la plateforme de partage d'expériences entre les pays, entre pays en développement, entre pays développés, mais surtout entre pays de différents horizons, qu'ils soient des pays moins avancés, des pays à revenus intermédiaires, ou bien des pays riches, de manière à pouvoir s'enrichir mutuellement des bonnes pratiques, mais également comment certains pays adressent certains défis pour pouvoir justement mieux progresser vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc la question du financement a été évoquée, mais il y a également beaucoup d'autres questions qui doivent pouvoir être mises en avant et doivent pouvoir être traitées au premier plan pour pouvoir vraiment garantir qu'au-delà des aspects purement économiques qui sont indispensables pour pouvoir induire une croissance économique plus forte et plus soutenue pour pouvoir espérer atteindre les objectifs à l'horizon 2030, il y a également toutes les questions sociales et environnementales qui sont des facteurs contributifs et parfois limitatif à l'atteinte des objectifs. Parce que la question de l'inclusion est fortement au cœur de l'agenda de développement durable, puisque la dimension sociale se focalise sur la recherche d'une meilleure équité sociale dans la redistribution des fruits de la croissance. Et avec les changements climatiques aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets induits qui se présentent comme des freins effectivement à l'atteinte des objectifs de développement durable et qui remettent en ligne de mire les préoccupations liées à la résilience. Alors, en lien avec les progrès dans le monde, M. Kazadi tout à l'heure indiquait plutôt les progrès liés à la pauvreté. M. Akaya a donné les chiffres, on est passé de 27% à 9%. Le Togo, on va dire qu'il est également sur la bonne trajectoire, puisque les statistiques au Togo, les enquêtes montrent quand même que la pauvreté a effectivement diminué sur les dernières années. En rappel, si l'on remonte un peu plus loin, nous étions en 2006 à un taux de pauvreté de 61,7%. En 2015, on est descendu à 58,7%.
En 2011, pardon, 58,7%. En 2015, l'incidence de la pauvreté a diminué à 55,1%. Aujourd'hui, en 2017, j'allais dire, les dernières enquêtes et études ont montré que le niveau de pauvreté est tombé à 53,5%. Ça veut dire qu'il y a une tendance baissière qui est appréciable et qui est la résultante donc des différentes politiques économiques, sociales mises en place. Mais il faut reconnaître que nous devons encore renforcer les efforts pour pouvoir justement induire des actions beaucoup plus efficaces et significatives pour pouvoir faire en sorte que l'incidence de la pauvreté tombe en deçà du seuil des 50%. Donc c'est pour dire que, en lien avec les tendances mondiales, le Togo n'est pas du reste. Et donc les différentes évaluations faites sur les 3 dernières années ont montré quand même qu'il y a des efforts qui se sont faits. Et au-delà de la pauvreté, par exemple, pour ce qui concerne spécifiquement la revue de cette année, où il y avait 5 ODD qui faisaient l'objet de revues, l'ODD 6 sur l'eau et l'assainissement. Également, on peut montrer quand même qu'il y a eu des efforts aussi. Le taux de desserte en eau potable a légèrement progressé de 50% à 52% entre 2015 et 2017. Il y a eu beaucoup d'efforts faits en termes de renforcement de tout ce qui est infrastructure pour mieux assurer les questions d'assainissement. Il y a quelques mois, il y a eu l'inauguration du 4e lac. C'est des actions effectives qui rentrent dans la droite ligne des actions qui peuvent induire effectivement une amélioration des indicateurs. Sur la question de l'énergie, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de projets, d'actions qui sont en cours et qui permettent de pouvoir progressivement relever le taux d'accès à l'énergie, puisque déjà les statistiques montrent qu'on est passé d'un taux de 23% à 37% aujourd'hui en 2017. Et donc c'est pour dire que, en lien avec les ambitions mondiales, qui sont bien entendu appropriées par tous les pays, le Togo aussi adopte sa démarche pour pouvoir justement, en fonction des potentiels qui existent et en fonction des défis spécifiques de notre pays, pouvoir mettre en place les actions spécifiques pour pouvoir justement progresser dans l'atteinte des ODD qui paraissent véritablement cruciaux pour pouvoir réussir la croissance économique plus forte et soutenue et pouvoir espérer réduire plus sensiblement la pauvreté dans les années qui viennent. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Romeva. Monsieur Akaya voulait ajouter quelque chose. Non, en fait, je voulais faire une analyse très simple. C'est-à-dire que monsieur Romeva vient de retracer le chemin du Togo sur la sensibilité du taux de pauvreté. C'est-à-dire, nous sommes passés de 61,7% à 52,3% en 2017. Okay. Alors, en même temps, quand vous voyez le taux de croissance, nous avons, je prends rien que pour 2017, nous avons 4,4%. C'est-à-dire, c'est l'une des performances avec les contingences qui sont les plus faibles. Mais en même temps, vous voyez que le taux de pauvreté a progressé dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que je veux relever ici l'efficacité des mécanismes d'inclusion. Malgré que le taux de croissance avec les contingences peuvent baisser, vous voyez dans l'autre sens que le taux de pauvreté continue de baisser dans le même rythme qu'auparavant. Donc ça veut dire que le Togo, quoi qu'on dise, et c'est ce qu'on reprochait justement à la croissance, c'est-à-dire que la croissance était une croissance pro-riche, c'est-à-dire que nous augmentons le taux de croissance, mais nous n'arrivons pas à baisser sensiblement le taux de pauvreté. Et dans le cas du Togo, et qui est un exemple très intéressant, c'est que les mécanismes d'inclusion qui ont été entamés avec l'agenda 2030 commencent par donner des fruits intéressants. Donc, je peux parler justement des mécanismes de financement, d'inclusion sociale et financière, comme le FNFI, comme School Assure, comme un certain nombre le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Tous ces éléments ont permis, tant soit peu, de faire en sorte que la croissance du Togo soit une croissance certes intéressante, parce qu'on est toujours dans les moyennes de 5%, mais en même temps, nous avons pratiquement doublé le rythme de réduction de la pauvreté. Aussi, un élément qui me semble très important au niveau des résultats, c'est au niveau des indicateurs macro. Parce qu'aujourd'hui, vous constatez que quand nous prenons les chiffres, les recettes du Togo continuent d'augmenter, mais dans le même temps, les dépenses diminuent. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, pour 2017,
des recettes qui sont autour de 700 milliards, 717 milliards qui ont progressé pratiquement de 2,1%. Mais vous avez dans l'autre sens les dépenses. Voilà, les dépenses qui sont en train de baisser pratiquement de 20%. Et aujourd'hui, le déficit de notre budget aujourd'hui est autour de 0,3%, soit 7,8 milliards. Donc, l'idée, c'est vraiment comment nous arrivons à juguler, c'est-à-dire comment nous arrivons à travailler avec les instruments, que ces instruments soient budgétaires, monétaires ou au niveau des politiques de développement, comment nous arrivons à mettre tous ces éléments ensemble pour régler la question cruciale du bien-être des populations. Et je pense que le Togo aujourd'hui donne un exemple très intéressant qui a été d'ailleurs loué à New York. Parce que, à New York au Forum. Et la sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des pays les moins avancés disait par exemple que le Togo, et sur les études qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont constaté que 5 pays sont sortis des PMA et 12 pays, y compris le Togo, sont proches de la sortie. Il reste pratiquement 2 indicateurs pour que le Togo passe d'un pays moins avancé vers un pays à revenu intermédiaire. Mais ce n'est pas forcément... bon, ce n'est pas très facile, voilà. 1, 2, et puis on est voilà, ce n'est pas évident de sortir des PMA. Mais ceci dit, c'est de montrer que sur la tendance, nous avons le Togo qui progresse de manière assez intéressante et assez structurante. D'accord. Merci beaucoup, M. Akaya. Et enfin, quand on voit un peu le parcours du Togo, M. Miati, moi, je reviens disons au fait que le Togo participe au forum politique de haut niveau pour la 3e fois, alors qu'on aurait appris que certains pays y étaient pour la première fois. Alors dites-nous, est-ce que on va dire que ces avancées significatives-là dans l'atteinte des ODD qui militent en faveur de la participation récurrente, on va dire, du Togo au forum? Oui, il y a cela, mais il faut peut-être rappeler que en 2013, en octobre 2013, le Togo était choisi par les Nations Unies avec Belize comme pays pilote pour commencer une démarche, n'est-ce pas, d'intégration des objectifs de développement durable qui devaient être adoptés en 2015, n'est-ce pas, dans les plans nationaux de développement de notre pays, de nos pays. Et donc, en tant que pays pilote, à l'époque, le Togo, les autorités du pays voulaient moderniser l'administration en renforçant les capacités et les Nations Unies ont pensé que le Togo pouvait jouer donc ce rôle de pays pilote dans l'intégration des objectifs de développement durable. Alors, à cet égard, le Togo a eu beaucoup, n'est-ce pas, de contacts, beaucoup de formations. Les cadres togolais ont été beaucoup formés sur les outils d'intégration des objectifs de développement durable. Ce qui fait qu'en 2016, au premier forum, qui devait faire un peu l'état d'avancement de l'intégration des objectifs de développement durable dans les instruments nationaux de planification, le Togo faisait partie des 22 pays pour montrer son expérience d'intégration. Alors l'année qui a suivi, en 2017, il fallait faire donc un focus sur un certain nombre d'ODD. ODD 1, 3, 5, 9, 14 et 17, qui est un ODD sur le partenariat, qui est, n'est-ce pas, un ODD qu'on revoit chaque année, puisque l'ODD 17 comporte en lui-même toutes les cibles de mise en œuvre, et donc ce qui fait que c'est un objectif qu'on révise chaque année. Et cette année encore, le Togo a fait partie des pays qui ont présenté son rapport au Forum politique de haut niveau. Alors, comme je le disais au début, c'est d'abord parce qu'il y a une volonté politique très forte. Oui. Ensuite, étant pays pilote, vous savez, les examens nationaux volontaires ne peuvent pas être dissociés de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et donc, comme chaque année, il faut voir quelles sont les difficultés, quels sont les défis, le Togo, qui est pays pilote, devra, à l'occasion, présenter comment il intègre, comment il met en œuvre, quelles sont ses avancées, quelles sont ses difficultés, pour partager l'expérience des autres et faire mieux, mettre en œuvre
davantage nos objectifs de développement durable. D'accord. Alors, monsieur Kazadi, C'est important très de rajouter, rapidement. comme l'a dit monsieur Meachi, c'est d'abord avant tout l'expression d'un engagement de haut niveau qui est essentiel et qui fait la différence. Mais cet engagement n'a pas commencé en 2015. Il s'est matérialisé en 2015, en octobre, comme il a dit, mais il s'est manifesté beaucoup plus tôt, en 2012-2013, lorsqu'on a lancé la réflexion sur quel avenir après les OND. Eh bien, le Togo était parmi les premiers pays qui se sont engagés dans une réflexion, une consultation très large dans tout le pays. Et le Togo, les conclusions du Togo dans cet exercice-là, on les retrouve dans les ODD. On les retrouve dans beaucoup d'ODD, presque comme si c'était la dictée du Togo. C'est-à-dire que ce que les Togolais ont exprimé s'est retrouvé dans les 17 ODD, notamment en matière d'éducation, d'agriculture, etc. Donc c'est cet élan qui a fait que les gens sont curieux d'entendre ce que le Togo fait et ce qu'il dit, parce qu'on a senti de manière assez continue un engagement élevé. D'accord. Oui, M. Meachi. Oui, par ailleurs, il faut préciser, c'est vrai que c'est un examen national volontaire et le secrétaire général des Nations Unies a proposé même une lettre que les pays devaient rédiger pour demander à être volontaire. Mais les 3 années, le Togo a été invité. Bien que ce soit un examen volontaire, le Togo a été invité. Ça veut dire que ce n'est pas que le Togo qui veut, mais c'est la communauté internationale qui veut aussi, qui veut aussi que le Togo participe et partage son expérience avec les autres. D'accord. Alors, Et bien entendu, dans ce contexte-ci, le Togo ne peut pas se déroger à cette obligation. Mais non, Si les pas pays du tout. pilotent, il doit absolument montrer comment il s'y prend et partager justement son expérience avec les autres pays pour pouvoir également s'enrichir de ce que les autres pays font en vue de surtout conforter son élan en ce sens. Donc tous ces éléments-là, comme cela a été dit, montrent vraiment l'engagement qui est au plus haut niveau et qui se traduit effectivement également dans la participation effective de toutes les parties prenantes à ces différents processus. ok. Alors, M. Romevo, le Togo donc a présenté, disons, son rapport cette année, et disons son 3e rapport. Mais dites-nous de façon ramassée, brève, comment a été réalisé, disons, ce rapport? Comment s'est déroulée l'élaboration de ce rapport que le Premier ministre a présenté à New York? Alors, cette année 2018, comme les 2 années antérieures, le principe fondamental, c'est vraiment la participation. Parce que d'ailleurs, même fondamentalement, l'agenda 2030 repose sur le principe de ne laisser personne pour compte. Donc il faut absolument veiller à ce que toutes les parties prenantes, quelle que soit la catégorie d'acteurs, puissent apporter leur contribution à la revue des progrès dans la mise en œuvre des ODD. Donc, sur ce plan, la méthodologie adoptée par le Togo, c'est de pouvoir ouvrir le processus pour qu'il soit le plus consultatif possible, afin de pouvoir justement, en amont et en aval, permettre à ce que les différentes parties prenantes, qu'elles soient de l'administration publique, des institutions de la République, de la société civile, du secteur privé, les partenaires techniques et financiers, et même les acteurs au niveau régional et local, puissent effectivement nourrir en information la préparation du rapport, apporter leur contribution, veiller à ce que ce qui se synthétise, parce qu'effectivement c'est une synthèse, puisse véritablement refléter l'état des lieux, la situation du Togo et le chemin parcouru sur la lancée des ODD. Donc tout processus participatif implique effectivement de pouvoir recueillir sur une base méthodologique assez bien précise des contributions, les analyser, les synthétiser, vérifier, si vous voulez, l'exactitude des informations, des données statistiques, synthétiser et de faire participer à toutes les étapes jusqu'à la validation donc, du rapport ces différentes parties prenantes. Donc, il y a eu plusieurs séances de travail, des réunions techniques, des ateliers avec toutes les parties prenantes pour pouvoir justement, étape par étape, en arriver à pouvoir produire un rapport qui véritablement reflète la situation du Togo à l'instant T donné et montrer quand même que les différentes parties prenantes sont impliquées pour pouvoir justement, dans la présentation, restituer le rapport national. Je précise bien que c'est un rapport national, ce n'est pas un rapport du gouvernement. Et donc c'est un rapport véritablement qui doit pouvoir montrer l'effort national réalisé dans l'atteinte des ODD,
Et comme le principe de l'agenda, c'est effectivement, là je le répète, ne laisser personne pour compte, il faut que chaque partie prenante apporte sa contribution à cet exercice. Et nous avons autour de la table la société civile qui peut, bien entendu, dire, parce qu'ils ont été des acteurs qui véritablement se sont fortement mobilisés et impliqués, non seulement dans les étapes de sensibilisation, mais également dans les étapes d'appropriation, d'intégration des ODD, de diffusion de l'information, mais également de préparation du rapport. Ils ont été associés aux différentes étapes, même au sein des équipes techniques restreintes de rédaction, pour pouvoir justement veiller à ce que les voix de toutes les parties prenantes puissent être effectivement prises en compte et se refléter dans le rapport. D'accord. Alors, monsieur Omo, je vous remercie. On va essayer donc de voir au niveau de la société civile, justement. Monsieur Ati, vous représentez donc Youth Impact, dont on comprend que c'est une association de jeunes. Oui, je dirige l'association de jeunes Youth Impact, mais je représente Ok. Et donc je dirige l'organisation Youth Impact, mais je représente ici toute la société civile, notamment un groupe de travail qu'on appelle le groupe de travail des organisations de la société civile sur les ODD. Donc il y a un groupe qui a été justement créé dès l'adoption des ODD, et donc qui a mobilisé l'ensemble des acteurs de la société civile au Togo qui travaillent de concert et qui a facilité la contribution donc, des acteurs de la société civile aux côtés du gouvernement donc, dans les travaux de mise en œuvre des ODD au Togo. Et donc, comme M. Omevor l'a précisé, la mise en œuvre des ODD, ce n'est pas que le travail du gouvernement. Lorsqu'on parle d'économie, ce n'est pas que le gouvernement, c'est les entreprises, c'est le secteur privé. Quand on dit social, ce n'est pas le gouvernement. Exactement, voilà. Donc, lorsqu'on parle aussi de rapport de mise en œuvre, c'est donc tous ces acteurs-là qui contribuent donc à produire un rapport sur ce qu'ils ont fait, les travaux qu'ils ont réalisés sur le terrain, en quoi est-ce que leur contribution a éventuellement contribué, si je peux me répéter, à l'évolution des indicateurs qui vont justement être présentés comme l'avancée du pays, donc au niveau des divers ODD qui sont choisis pour être présentés ou rapportés cette année. Donc, au niveau de l'élaboration du rapport, donc les armées volontaires nationales, nous avons été associés au processus, notamment dans les diverses phases de préparation où le document de collecte d'informations nous a été présenté, notamment l'année passée. Donc on a renvoyé ces informations-là sur nos travaux que nous faisons à travers ces outils de collecte. Ensuite, nous avons participé à la phase de validation. Mais ce qui a précisé, c'est l'esprit d'ouverture qui a prévalu durant tous ces travaux, notamment ces 2 années. On a travaillé aux côtés du gouvernement avec le groupe de travail. Et cette année, par exemple, on a eu un saut qualitatif dans le processus donc d'élaboration du rapport, parce que l'année passée, on nous a présenté le processus de collecte d'informations, on est venu à la validation du rapport qui a été présenté, et même le gouvernement a soutenu certains acteurs de la société civile qui ont accompagné la mission officielle là-bas aux États-Unis. Mais cette année, nous avons pu participer, même comme M. Mouva l'a dit tout à l'heure, au comité technique qui a rédigé le premier draft qui a été présenté avant l'adoption ou la validation de ce rapport. L'année passée, un comité nous a présenté le rapport sur les informations qu'on a envoyées, on a validé. Cette année, on a... Voilà. Au cœur même du comité. Voilà. Mis à part ça, l'agenda 2030, dans son paragraphe 89, encourage les autres acteurs, à part les acteurs officiels, le gouvernement, à faire état de leur contribution. Et donc à produire éventuellement, parallèlement, un document qui fait état de leurs efforts pour la mise en œuvre des ODD. Donc, notamment, nous l'avons fait l'année passée par le biais d'un document qu'on appelle rapport alternatif, qui fait état de la contribution de la société civile, où nous aussi, de notre côté, on rassemble les informations sur ce que tous les acteurs, parce que, comme ils l'ont dit, chaque année, il y a des ODD choisis qui sont évalués, et donc sur ces ODD, les acteurs qui interviennent nous rapportent des informations et on compile ça dans un document. On a fait la même chose cette année. Et donc, je peux dire qu'on a participé à tout le processus du nord au sud. Le grand groupe est composé de plus de 500 organisations de la société civile aujourd'hui, à Lomé, à l'intérieur du pays, les réseaux thématiques, les réseaux régionaux. Et c'est avec un sentiment d'espoir, de grand espoir pour faire de notre pays à l'horizon 2030 un paradis
à vivre, parce que nous sommes, en tant que société civile, des acteurs qui, nous le disons souvent, proches des populations à la base. Et lorsque nous allons dire les actions que nous faisons, vous verrez que c'est vraiment avec les populations à la base que nous le faisons. Et c'est bien entendu donc avec joie que nous apportons notre contribution et que nous sommes accueillis même avec l'esprit d'ouverture avec lequel j'ai commencé mon intervention aux côtés du gouvernement pour ce travail. Merci. D'accord. Mais merci beaucoup. Monsieur Akaya, un mot sur peut-être cette façon d'élaboration. Oui. Je pense que l'exercice au Togo est très mûr. C'est ce que, pour le moins, c'est ce que j'ai constaté au cours de ce forum. Parce que des pays comme le Rwanda, qui n'ont pas encore présenté leur rapport depuis 2010, depuis 2015, se sont rapprochés du Togo pour justement voir comment le Togo fait pour présenter ce rapport tous les ans. Parce que, comme on vient de le décrire, ce n'est pas très évident. Mais ce qu'il faut dire, et ça c'est vraiment l'actif des gouvernants, c'est-à-dire des plus hautes autorités de ce pays, c'est-à-dire que le Togo, du DSRP à la SCAP jusqu'au PND, on voit une suite logique d'actions assez cohérente. Et ce qui fait que le Togo est assez à l'aise dans la mise en œuvre des ODD. Pourquoi? Parce que dans le DSRP, il fallait remettre le Togo sur un certain nombre parce qu'avec la crise que le Togo a connue, il fallait remettre quand même le Togo sur pied avec un certain nombre d'infrastructures qui étaient complètement en déconfiture. Donc, ceci dit, c'est que nous arrivons finalement, avec tous les investissements que nous avons réalisés, on s'est bien rendu compte que la croissance était au rendez-vous, mais la réduction de la pauvreté n'était pas assez accélérée. Et c'est pour ça que je tiens à rendre hommage au chef de l'État pour sa vision assez intéressante sur cette question, où nous avons déjà anticipé la mise en œuvre du PUDC, c'est-à-dire le programme d'urgence de développement communautaire, qui est d'ailleurs piloté par le PNUD, et qui aujourd'hui est un exemple dans la sous-région. Parce que après le Sénégal, le Togo et aujourd'hui le Burkina est en train de copier le même modèle. Donc ça veut dire que nous avons d'ailleurs anticipé la mise en œuvre des ODD avant même qu'ils ne soient validés. Et ce qui fait que nous sommes très à l'aise le fait d'être pays pilote et d'aller tous les ans partager nos expériences avec le monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'actif du Togo et qu'il faut savoir vendre, parce que de l'autre côté, il ne suffit pas de dire nous sommes pays pilote, mais de l'autre côté, c'est de dire que nous avons cet avantage comparatif de porter un leadership régional, africain et mondial dans le pilotage des ODD. Et ça, tous les Togolais doivent pouvoir le savoir et pouvoir le mettre dans leurs actifs. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Meyaki, alors, le Togo a présenté son rapport, on a suivi quelques extraits donc, de la présentation de ce rapport par le Premier ministre la semaine dernière. Mais dites-nous, c'est-à-dire, quand on dit présentation de rapport, c'est-à-dire que le Premier ministre est à la tribune, il lit un document et puis les autres applaudissent ou... Dites-nous alors, cette année, comment s'est faite cette présentation du rapport pays? Ok, la présentation des rapports se fait de deux manières. Ou alors vous présentez seul, ou alors vous présentez en panel. C'est-à-dire que vous présentez tour à tour, ou alors vous présentez en panel. Et le Togo a présenté en panel encore cette année. D'ailleurs, les 3 années, le Togo a fait le même exercice. Cette année, nous avons fait la présentation de notre rapport avec Bhoutan, avec la République de Bhoutan. Donc en fait c'est 15 minutes de présentation. Okay. C'est 15 minutes de présentation, donc le Premier ministre a présenté, il n'a pas présenté seul, parce qu'il y a la chefferie traditionnelle qui a parlé à travers une vidéo, il y a la société civile qui a parlé aussi à travers la même vidéo. Il y a le secteur privé, il y a les femmes. Et donc, tout ce monde-là, toutes les parties prenantes ont parlé à travers donc, une vidéo et le Premier ministre a commenté. Et donc, suite à cette présentation, il y a eu des questions. Donc, il y a des commentateurs, il y a 2 commentateurs qu'on choisit, qui commentent, et il y a des gens qui posent des questions au Premier ministre pour comprendre. Et ces questions ont été posées. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a répondu. D'ailleurs, c'est revenu plusieurs fois pour dire que c'était de très bonnes réponses qui avaient clarifié les uns et les autres.
Et donc voilà comment le Togo a présenté son rapport cette année. Alors, M. Meati, après cette, on va dire, brillante présentation, alors, quel a été quelles ont été les réactions des différents experts, des différents participants à ce forum? Qu'ont-ils pensé du rapport du Togo? Et de façon globale, l'appréciation a été positive. Positive parce que je crois que M. Akaya l'a dit, l'exemple du Togo, il y a aussi la CEA. La CEA, en faisant le rapport de l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, a donné l'exemple du Togo dans le cadre de la gestion participative de l'eau. C'est un exemple. Au-delà de cela, dans les side events, les collègues de la société civile peuvent témoigner. Beaucoup de pays sont revenus, n'est-ce pas, sur ce que le Togo a présenté et voulaient comprendre comment ça se fait. On a parlé, n'est-ce pas, du dragage au niveau de l'eau pour, n'est-ce pas, protéger certains quartiers au niveau de Lomé. On a parlé de l'énergie, de l'énergie propre, n'est-ce pas, donc la transition énergétique vers laquelle le Togo veut aller. On a parlé aussi des facilités, n'est-ce pas, pour l'accès au financement au niveau agricole. Donc il y a beaucoup d'exemples que le Togo a donné à travers son rapport, que les uns et les autres ont voulu comprendre. Et c'est vrai qu'après la présentation, il y a des discussions, il y a aussi des side events au cours desquels nous expliquons ce que les uns et les autres veulent comprendre. C'est vrai, il ne faut pas dire que tout a été rose. Il nous a été aussi posé des questions. C'est ce qu'on recherchait. Voilà. On vous a fait des remarques. Oui, puisque en fait c'est un partage d'expérience. Et puis les défis qu'on a rencontrés dans la mise en œuvre des ODD. Et puis prendre exemple sur les autres, se remettre en cause. Et oui, on a eu ces occasions-là de partager avec les uns qui disent mais vous êtes venus pour la 3e fois. Et qu'est-ce qui explique cela? Et comme je l'ai dit tantôt, on a expliqué. On a aussi expliqué toute la démarche qu'on ne peut pas expliquer ici, qu'on ne peut pas dire ici, dérouler ici, toute la démarche que le Togo a entreprise depuis l'adoption des ODD. Et quand on explique tout ce que le Togo a fait, on comprend allègrement, on comprend allègrement que le Togo soit vraiment revenu pour la 3e fois. D'accord. Monsieur Ati, vous étiez à New York également? Je n'y étais pas physiquement, mais vous avez tout suivi. Vous avez tout suivi. Et vous avez eu, disons, les retours? Vous avez eu oui, bien sûr, en temps réel d'ailleurs. Ah, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la société civile togolaise, par exemple? Oui, ceux qui étaient peuvent témoigner. Comme je disais, on a suivi, toute la société civile d'ailleurs, dans le grand groupe, a suivi les débats là-bas et les travaux pendant que ça se passait, parce qu'il y a un site en fait des Nations Unies qui permet de suivre en ligne les travaux qui s'y passent. Et donc après la présentation du rapport de notre Premier ministre, comme M. Meati l'a dit, il est autorisé de poser des questions de clarification. Et donc deux de nos représentants, deux représentantes de la société civile ont posé des questions qui ont été justement très bien répondues. Et certains collègues ont organisé des side events, donc des événements parallèles, et au cours desquels des appréciations positives nous sont revenues, aussi bien du travail de collaboration qu'on a avec le gouvernement, qui est un exemple à suivre, et les collègues ont partagé la stratégie que nous avons utilisée. C'est vrai, comme j'ai dit au début, le gouvernement a eu un esprit ouvert qui a facilité l'approche, mais on n'est pas resté de notre côté et on ne nous a pas appelé juste pour venir. On a dû travailler exactement. Et donc on a déroulé tout ça, et ça a été pour toute la société civile, pour tous les acteurs, une occasion d'apprendre des autres, mais aussi de dire ce qu'on a fait ici pour que les autres apprennent de nous. Et donc je peux dire que c'est même s'il y a beaucoup de défis, et c'est une grande expérience, c'est une bonne expérience qui a été partagée, qu'on a eu là-bas à New York. D'accord, oui. Monsieur Kazadi... Un point juste très court, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en plus de ce qui a été dit, c'est le side event. Side event, ça veut dire événement parallèle,
qui a été coprésidé par le Premier ministre et la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Madame Amina, sur la question de l'électrification. Il y avait également la présence de quelques pays, le Sénégal, le Niger, Sainte-Lucie, au niveau ministériel, qui ont présenté également leur stratégie d'électrification. Et celle du Togo s'est nettement démarquée par sa clarté. C'est vrai qu'on avait la chance de sortir d'un exercice de table ronde sur le secteur qui s'est passé ici en juin, mais la présentation du Premier ministre sur la stratégie togolaise avec la caractérisation des efforts importants qui ont été faits, qui ont pu amener le taux d'électrification du Togo à 38%, donc supérieur à la moyenne de 8 points à la moyenne africaine. Et puis, il a décliné les engagements en 3 phases. La phase d'engagement qui veut porter ce taux à 50% à l'horizon 2020, à 75% à l'horizon 2025, phase d'accélération, et phase de consolidation, 100% à l'horizon 2030. Ça, c'était d'une très grande clarté et d'un très grand intérêt parce que, comme vous le savez, l'électricité est au cœur de l'agenda 2030. Sans électricité, on n'a aucune efficacité économique. Sans électricité propre, on n'a aucune durabilité environnementale. Et sans électricité, on n'a aucune équité sur le plan social. On n'a pas de progrès. Et donc, c'était un point important qui, moi, a vraiment retenu mon attention parce que la stratégie du Togo sur cette question a été très claire et elle a fait la différence. Oui. Oui, M. Akaya, oui, très rapidement, sur la question de la stratégie de l'énergie et de l'électrification du Togo, ce qui a lieu de rappeler aussi, c'est que dans le contexte des ODD, le Togo a fait en sorte que l'énergie renouvelable soit au cœur de la stratégie. Okay? C'est-à-dire vous avez une stratégie certes en 3 phases qui a des objectifs précis, mais dans la stratégie de mise en œuvre, sur les populations rurales où il y a une densité assez importante, vous avez la mise en place des mini-centrales solaires. Okay, qui permettent justement d'avoir un réseau créé autour de l'énergie renouvelable et qui permet de distribuer du courant à tout le monde. Mais dans les zones rurales où les gens sont un peu, je dirais, la densité est faible, l'option a été justement d'utiliser les kits solaires. C'est-à-dire vous distribuez les kits solaires aux ménages et où qu'ils soient, ils peuvent avoir accès à l'électricité. Et finalement, la troisième stratégie, justement, c'est de dire que le réseau classique existe avec la société de distribution qui va continuer par étendre son réseau, mais aussi donner du courant à ceux qui sont dans le réseau et qui ne sont pas alimentés. Donc, c'est une stratégie très intelligente qui a été très appréciée et d'ailleurs, plusieurs bailleurs sont déjà très intéressés à pouvoir accompagner le Togo à mettre en place cette stratégie. Oui, Monsieur Ati, vous avez également participé, disons, à ce volet énergétique du rapport. Exactement, pas seulement du rapport, mais aussi en termes d'activité sur le terrain. La question énergétique est une question sur laquelle les organisations de la société civile interviennent beaucoup. Parce qu'on parle d'énergie, pas seulement d'énergie, mais d'énergie propre. Les organisations de la société civile distribuent ou arrivent à faciliter l'acquisition des kits dont parle M. Akaya de suite, des kits solaires à l'intérieur du pays. Beaucoup d'organisations distribuent des dizaines de milliers de kits solaires à l'intérieur du pays. Des organisations aussi facilitées pour plus de 2000 ménages l'acquisition des foyers améliorés dont beaucoup de gens entendent parler et connaissent maintenant. Parce que ces foyers améliorés permettent d'utiliser moins du charbon, du bois, voilà, pour éventuellement cuire les mêmes quantités. Voilà. Réduire la déforestation. Exactement. Et donc, je voulais préciser que c'est une question sur laquelle intervient beaucoup la société civile, parce que justement, on a remarqué que c'est une question qui est centrale et qui est justement cause qui peut freiner un peu l'inclusion ou l'équité et qu'on recherche dans le cadre des ODD qui se basent justement sur le principe de ne laisser personne de côté. D'accord. Merci beaucoup, M. Atial. M. Romevo, disons, durant la présentation de ce rapport pays, on a parlé du secteur énergétique avec notre projet CISO. Mais il est également question justement de cette nouvelle stratégie-là du Togo pour la lutte contre la pauvreté et surtout peut-être l'atteinte des ODD. Il a été question du PND. Alors,
on a compris que le rapport pays s'est, disons, appesanti sur ce volet, ce PND. Alors dites-nous, est-ce qu'il existe quand même un lien entre PND et ODD? Absolument. Comme on le dénotait en introduction à cette émission, les ODD, c'est un agenda mondial. Donc, c'est les mêmes 17 objectifs pour tous les pays du monde, c'est les mêmes indicateurs, les cibles, etc. Maintenant, la particularité de l'agenda, c'est que chaque pays doit effectivement se l'approprier, certes, mais surtout l'internaliser pour le contextualiser maintenant dans ses instruments de planification et développement, en tenant compte des réalités du pays, du potentiel du pays, des atouts, des forces, des faiblesses, pour pouvoir justement dessiner le meilleur sentier de développement pour pouvoir progresser dans ses propres ambitions, mais également pour atteindre les ODD. Et le Togo a choisi d'intégrer les ODD dans le plan national de développement et qui couvre la période 2018-2022. Alors, le lien est très simple. On a un agenda mondial. Comment le Togo va développer sa stratégie, identifier les actions, mettre en place les programmes et les projets pour pouvoir cheminer de manière résolue et sereine vers l'atteinte de ces objectifs de développement. C'est pourquoi nous avons un plan national de développement qui, dans sa formulation, dans sa conception, tient compte de tous les engagements du pays, que ce soit au plan national, au plan régional, continental, international. Au plan international, l'agenda ODD, donc il faut absolument que nous ayons un plan national de développement qui soit cohérent en lui-même avec les engagements du pays, mais on a aussi des engagements plus au niveau continental. On ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais avec l'agenda 2063 de l'Union européenne, de l'Union africaine, qui donne également le ton pour pouvoir véritablement faire en sorte que l'Afrique se développe de manière harmonieuse, de manière plus sereine vers un mieux-être global. Alors, la particularité, c'est effectivement que, comme le disait M. Akaya tantôt, sur les 10 dernières années, le Togo a beaucoup travaillé pour pouvoir, on va dire, consolider effectivement les bases de son redressement économique, remettre en ordre les questions, les différentes questions économiques, les infrastructures. Beaucoup d'investissements ont été réalisés au niveau des infrastructures, les routes, le port, l'aéroport, etc. Donc il y a un contexte aujourd'hui au Togo qui met en avant un certain nombre de potentialités sur lesquelles il convient de bâtir pour pouvoir justement se propulser beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est au cœur un peu de la formulation du PND avec un nouveau paradigme qui, on va dire en 2 mots, cherche effectivement à centrer les priorités, les actions sur les réels avantages comparatifs du Togo, le potentiel existant, pour pouvoir de manière, j'allais dire, focalisée, pouvoir investir dans les créneaux, les secteurs les plus porteurs pour réussir à atteindre des niveaux de croissance beaucoup plus forts, pouvoir mieux assurer l'équité sociale et pouvoir justement mieux assurer la durabilité environnementale. Et ces avantages comparatifs, on les connaît. On a le port en eau profonde, sur lequel il y a eu beaucoup d'investissements et qui aujourd'hui est, on va dire, une richesse qui peut nous permettre véritablement de pouvoir engranger davantage de valeur ajoutée à travers effectivement des activités qui peuvent drainer beaucoup plus de flux de marchandises et pouvoir créer davantage de richesses. On a le port dont les capacités sont encore pleinement non exploitées. Donc un certain nombre de facteurs, le secteur agricole pour lequel il y a d'énormes marges de productivité, de compétitivité également à gagner. Il y a tout le secteur industriel dans lequel le Togo cherche maintenant véritablement à investir pour développer des industries manufacturières, pouvoir davantage rendre compétitif le secteur des industries extractives. Et donc tout cela reste, si vous voulez, les niches sur lesquelles se focalise le plan national de développement pour pouvoir justement créer davantage de richesses et espérer réduire la pauvreté. Donc M. Meachi disait que le Togo avait emprunté une démarche particulière pour
comme on dit parfois dans le jargon, domestiquer ou bien internaliser, si vous voulez intégrer dans le contexte national ces objectifs de développement durable et les cibles pour pouvoir justement faire en sorte que cet agenda ne soit pas un prêt-à-porter que dans lequel le Togo va se lancer, mais le Togo emprunte une démarche qui lui garantit que dans son ambition de développement, il puisse effectivement réussir à répondre à tous les défis, à tous les enjeux, notamment au plan social, la question de la pauvreté, de l'inclusion sociale, de la croissance inclusive, et tout en répondant bien entendu, si vous voulez, aux objectifs de développement durable. Et ce qui fait que le PND s'est focalisé effectivement sur trois principaux axes. Donc un premier axe qui va s'appesantir sur le développement du hub logistique et d'un centre d'affaires, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, le potentiel est là et le Togo justement se présente comme un corridor de développement dans la sous-région pour pouvoir justement drainer davantage de flux de marchandises, mieux servir les pays de l'Interland et tirer sur ce créneau-là davantage de richesses. Le deuxième axe, lui, va se focaliser sur les secteurs de productivité, notamment l'agriculture et l'industrie, donc avec le développement des pôles de transformation agricole, mais également d'industrie manufacturière et extractive. Donc tout le gros projet d'agropole qui est en train de se mettre en place répond effectivement à cette ambition de pouvoir faire de l'agriculture un véritable levier de développement, mais également de création d'emplois et de création de richesses. Et puis le troisième axe, lui, va s'orienter sur la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion pour faire en sorte que, effectivement, la richesse créée puisse être équitablement redistribuée et que, au niveau social, les questions des ressources humaines bien formées, entreprenantes, instruites et de bonne santé puissent effectivement contribuer à l'atteinte des objectifs. Donc on a trois axes bien ciblés, mais qui sont fortement complémentaires et interdépendants pour pouvoir réussir globalement la transformation structurelle qui aujourd'hui est indispensable pour pouvoir espérer atteindre un taux de croissance beaucoup plus fort de l'ordre de 7% sur la période à l'horizon 2022 qui pourra nous permettre de pouvoir espérer réduire plus substantiellement la pauvreté qui est en fin de compte l'une des résultantes finales de nos stratégies de développement. D'accord, merci beaucoup Monsieur Romuvo pour, disons, cette présentation générale, globale donc, du PND. Monsieur Akaya, alors dites-nous, ce PND-là, qu'est-ce qu'il apportera au niveau économique? Qu'est-ce qu'il nous apportera? Ok, ça c'est une question très intéressante. Ce qui me permet justement de replacer le PND dans son contexte économique, plus ou moins. Vous prenez le Togo, vous avez en 2015 la dette du Togo qui est autour de 81,5%, estimée par le FMI. Aujourd'hui, le Togo, en moins de 3 ans, en moins de 2 budgets, en traversant 2 budgets, nous avons pu réduire la dette de 81,5% à autour de 70%. Ça veut dire qu'en moins de 2 ans, le Togo a fait les efforts, d'ailleurs qui est très apprécié par plusieurs acteurs. Mais avec le programme, avec le FMI, on se rend bien compte que nous ne pouvons plus financer le développement avec de la dette, mais de la dette souveraine. C'est-à-dire une dette contractée on ne peut pas aller plus. Ça, c'est le premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte qui est aussi très intéressant, c'est de se dire que finalement, on voit très bien que la croissance est portée par les investissements publics. Depuis une dizaine d'années, le Togo a investi massivement dans les infrastructures, de sorte à ce que notre marge de manœuvre pour continuer ces investissements publics reste encore très faible. Donc, il faudra trouver, dans le cas du PND, une réponse à cela. Comment nous arrivons à faire en sorte que l'investissement privé prenne le relais de l'investissement public. Ça, c'est un deuxième élément de contexte. Troisième élément de contexte, c'est que finalement, on se rend bien compte qu'au fur et à mesure que nous avons du succès, les attentes sont encore très grandes. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous mettons en œuvre des mécanismes
d'inclusion sociale, nous avons de l'autre côté une demande sociale qui devient encore assez importante. Voilà, c'est-à-dire que quand on essaie de résoudre, de répondre à tel besoin, il y a d'autres besoins qui naissent, et voilà, et ce qui est normal. Donc il faudra aussi intégrer ce troisième élément de contexte dans la mise en œuvre du PND. Dernier élément de contexte, on se voit finalement que dans un contexte où l'aide publique au développement se raréfie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui financent plus le développement, ce n'est plus les partenaires, les bailleurs institutionnels. Ce n'est plus la Banque mondiale, ce n'est plus le PNUD, ce n'est plus... Enfin, le PNUD, c'est un peu un bailleur, mais les bailleurs institutionnels que nous avions, les rapports bilatéraux que nous avions, ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus grands financiers du développement, mais nous avons à côté le secteur privé, qui aujourd'hui, sur les 5 dernières années, a été le plus grand contributeur au développement. Par exemple, on disait que 2 personnes dans le monde ont pratiquement la moitié des richesses du pays. Donc, du monde, ok. Et c'est dire comment le secteur privé est un élément, a un important rôle à jouer. Donc, vous allez voir, tel que M. Omer l'a dessiné, c'est que le Togo a été très précis dans ce qu'il recherche. Donc, on n'est plus allé dans un plan de développement holistique avec beaucoup de choses sur lesquelles il faut que l'État se mette vraiment, mettre les bouchées doubles pour pouvoir les réaliser. Mais c'est de viser, de manière concrète, on a ciblé quelles sont les potentialités du pays, quels sont les éléments sur lesquels ça fait l'avantage comparatif du Togo pour pouvoir attirer ce secteur privé-là. Okay. Donc, vous voyez directement que l'axe 1 positionné sur le port autonome de Lomé, qui est d'ailleurs l'un des ports les plus emblématiques de la sous-région de l'Afrique, le Togo, c'est vraiment une aubaine pour nous de pouvoir maximiser les investissements au niveau de ce port pour faire en sorte que ce port nous rapporte beaucoup plus que ce qu'il en est. Maintenant, de l'autre côté, nous voyons très bien qu'au niveau de l'agriculture, la manière dont nous avons toujours géré le système agricole avec une approche liée à la pauvreté, liée à la réduction des inégalités, n'est plus assez efficace. C'est vrai, il y a les petits agriculteurs, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont dans ce secteur qu'il faut prendre en compte. Mais pour changer de paradigme, il faut faire venir de nouveaux acteurs. Et ces nouveaux acteurs, c'est justement le secteur privé. Aujourd'hui, on parle de 36 millions d'hectares au niveau de l'agriculture qui ne sont pas encore emblavés. Mais la question, c'est qui peut le faire? C'est le secteur privé. Et justement, il faut créer un cadre propice, d'où l'axe 2, qui est consacré au pôle de transformation, avec la mise en place des agropoles, avec le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, avec le PASA, avec le PNPR, qui finalement ne sont plus des programmes qui gèrent la pauvreté des gens dans le secteur, mais qui créent de la valeur avec de nouveaux acteurs, avec une politique avant-gardiste, une politique volontariste pour attirer le secteur privé dans ces secteurs-là. Et finalement, la richesse créée sur ces 2 axes sera redistribuée, parce que c'est ça l'idée du 3e axe. En consolidant le socle social, nous arrivons justement à faire en sorte que nous puissions renforcer les mécanismes d'inclusion. Et je pense que le PND aujourd'hui, et ça a été dit partout où nous sommes passés, que le PND du Togo reste l'un des meilleurs parce qu'il est très précis et il arrive à toucher du doigt ce que le Togo veut. D'accord, et on a compris donc l'importance du partenariat public-privé. Voilà. Alors, Monsieur Atti, alors parlons justement du PND et disons de sa conception, de son élaboration. La société civile a eu sa voix, a apporté sa voix à l'élaboration du PND. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le travail dans l'élan pour la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement a commencé avec nos contributions à la rédaction ou à l'élaboration du PND. Le PND étant l'outil de mise en œuvre donc, des ODD au Togo. Et on l'a dit plus tôt, les ODD sont mis en œuvre par tous les acteurs, pas seulement par le gouvernement. Et l'élaboration, le processus a commencé avec une phase de sensibilisation, de consultation à l'intérieur du pays qui a été faite et qui a été réalisée avec la société civile. Tous les travaux donc, ont été réalisés avec le conseil de la société civile. De notre côté, parallèlement, nous avons entrepris des réunions. On a fait plus de 50 réunions sur toute l'étendue du territoire à nos frais. Donc, aux frais de la société civile, nous avons organisé ces réunions-là à Lomé. Les jeunes
ont organisé des consultations et des réunions pour contribuer à la rédaction. Les femmes ont organisé des consultations, ont apporté leur contribution. Donc tout ça a permis de manière inclusive d'apporter les informations que la société civile a, que la population a en fait sur le terrain, les besoins, les priorités des populations, ce que la population veut pour les prochaines années. On sait que le PND c'est sur les 5 années à venir, on est d'ailleurs dans la première année. Et donc la société civile, oui, a participé activement d'ailleurs à l'élaboration de ce rapport depuis le début jusqu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui. D'accord, donc en participant à vos frais, c'est une sorte de contribution donc, au Exactement, développement. Voilà. Alors, Monsieur Kazadi, alors au niveau du PNUD, alors qu'est-ce qu'on pense du PND, de cette stratégie, de cet outil-là, de ce nouvel outil du Togo? Eh bien, écoutez, nous sommes un peu juges et partis parce que nous avons été étroitement l'un des accompagnateurs privilégiés dans ce processus. Donc, nous nous sentons autant engagés et impliqués que la partie togolaise, mais nous sommes satisfaits de ce PND pour une raison très simple, c'est que le feedback que nous recevons des gens, pas seulement dans le pays, mais à l'extérieur du pays, et notamment des personnes ressources de grande expérience, nous confirment que nous sommes dans le droit chemin. Notre souci en tant que PNUD, c'était de rappeler aux autorités, d'abord, de connaître les priorités des autorités, parce que nous ne sommes pas là pour leur imposer des priorités, mais une fois que leurs priorités sont connues, notre rôle à nous, c'était de leur rappeler leurs engagements et de nous assurer que les priorités du pays étaient en cohérence avec les engagements. Et je crois que ce pari est totalement gagné. La force de ce PND, c'est que d'abord, il est l'expression simple des priorités, des vraies priorités du pays, telles qu'exprimées à la fois par les autorités et les forces vives, parce qu'il synthétise un peu tous les exercices qui ont précédé, depuis les consultations sur l'agenda post-2015 jusqu'à la priorisation, etc. Il y a eu une grande consultation qui a été faite, longue et grande, importante. Donc, il reflète très bien la volonté des Togolais. Et ensuite, il est en symbiose avec le cadre de l'agenda 2030, c'est-à-dire l'équilibre entre les 3 dimensions du développement économique, social et environnemental. Ça, c'est une observation générale. Si j'ai le temps de faire un autre commentaire, je dirais simplement que c'est un PND qui est très ambitieux. La caractéristique de ce PND, c'est l'ambition. Et il ne pouvait en être autrement parce que nous avons eu une SCAP qui a fixé des objectifs qui étaient eux aussi d'une certaine manière ambitieux, qui ont été approchés mais qui n'ont pas été atteints. Et donc, il fallait faire mieux et plus. Et cette ambition se situe non seulement au niveau des objectifs, mais également au niveau de la manière de le faire, qui est totalement révolutionnaire. On a parlé du changement de paradigme, parce qu'on a tiré les leçons du passé togolais et passé mondial, c'est-à-dire que, comme l'a dit M. Akaya, comme l'a dit M. Meachi, il faut considérer que les sources de financement ont changé, il faut considérer qu'on est plus dans une logique de partenariat interne, plutôt que d'État-providence, c'est-à-dire l'État est un facilitateur pour permettre au secteur privé de jouer son rôle pour créer la richesse, pour permettre à la société civile de jouer son rôle de sensibilisation, d'appropriation, d'action, d'intervention et même d'interpellation, et puis permettre aux acteurs étatiques d'avoir les capacités d'accompagner efficacement. Donc l'État est dans cette logique-là. Ça veut dire que c'est un partenariat qui est ouvert. Il faut que les parties prenantes saisissent ce partenariat. Donc l'un des grands enjeux qu'on a, c'est vraiment l'appropriation, la participation. Ce n'est pas le PND du gouvernement, c'est le PND du Togo. C'est ça le grand enjeu. Merci beaucoup, Monsieur Kazadi. Alors, chers invités, nous avons, durant plus de 60 minutes, on va dire, essayé donc de faire comprendre aux téléspectateurs justement les enjeux, où en est-on dans la mise en œuvre des ODD, et puis de découvrir encore un peu plus le PND. Mais avant de vous laisser repartir, donc, on va essayer de faire la tradition du dernier tour de table, essayer donc de voir un peu votre mot de fin, vos souhaits, les perspectives. Alors, Monsieur Ati, au niveau de la société civile, alors comment conçoit l'avenir, la suite de cette mise en œuvre des ODD, de ce développement enclenché? Alors,
qu'est-ce qu'on a comme idée pour la suite? Comme idée, d'abord, je viens de dire que nous avons activement participé à l'élaboration, donc nous sommes tout à fait au courant de l'ambition du pays, que les engagements internes que nous avons tous pris dans le cadre donc, de ce PND-là. Et puis donc, au niveau de la société civile, quelle est la partition à jouer? Exactement. Et ce qui se fait au niveau de la société civile, c'est d'arriver justement nos plans d'action sur ce plan de développement-là. Parce que pour les 5 prochaines années, en contribuant, la manière de contribuer à la mise en œuvre du PND, c'est de mettre en œuvre des actions sur le terrain qui contribuent justement à nourrir les actions pour qu'en 2022, on arrive tous, par nos diverses actions, pour tous les acteurs arrivent à remplir ou à arriver au résultat qu'on s'est tous fixés. Et donc, c'est vrai, comme j'ai dit, entre-temps, il y a des défis. M. Kazadi l'a mentionné tout à l'heure, nous avons un rôle nous contribuons à côté de l'État, mais nous avons aussi un rôle d'interpellation. Et donc, de temps en temps, nous avons l'obligation, nous aurons l'obligation, nous l'avons maintenant, nous le faisons, et nous aurons aussi l'obligation d'appeler l'État ou d'attirer l'attention du gouvernement sur certaines parties qu'on pourrait faire autrement. Parce que, étant aux côtés des populations, on entend mieux leur voix et on peut mieux porter leur voix au niveau du gouvernement. Et donc, c'est de manière engagée que nous lançons donc, dans la mise en œuvre de ce PND à travers les actions que nous faisons. Et nous comptons donc plus sur l'apport, sur la contribution, sur l'ouverture donc, du gouvernement, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et nous espérons que ça va aller de mieux en mieux. Nous avons donc, des revendications que nous portons tout le temps à leur attention et qu'ils voient avec un œil parental, et nous avons bon espoir que tout va aller de mieux en mieux. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Atti, Monsieur Julio Atti, donc qui représentait la société civile, mais qui est membre de cette organisation Youth Impact. Alors, Monsieur Meati, à votre niveau, votre souhait pour la suite? Et on vient de le dire, hein, le PND est très ambitieux et maintenant il est question de le mettre en œuvre. On a un bon PND, mais il faut le mettre en œuvre. Et c'est un grand défi pour le ministère que nous représentons, le ministère de la Planification, de ramener tout ce qui est dit, n'est-ce pas, dans la pratique, avec des actions sur le terrain, avec des projets. S'assurer qu'il y a un alignement entre les politiques sectorielles et donc ce plan national de développement, s'assurer que c'est vraiment le cadre de référence dans lequel s'exécutent tous les projets, et toutes les politiques, tous les programmes des partenaires, et toutes les actions de la société civile, enfin, que ce soit vraiment le cadre fédérateur, et c'est vraiment un grand défi. Et aujourd'hui, nous y travaillons pour que, effectivement, le plan national de développement soit, c'est vrai qu'il est donc la volonté politique, il est la volonté des populations, mais que cela soit traduit effectivement sur le terrain par la mise en œuvre des projets qui vont concourir à l'atteinte des objectifs assignés dans ce plan national de développement. Merci beaucoup, Monsieur Meati, Monsieur Gervais Meati, le directeur de la planification et des politiques de développement. Monsieur Akaya. Merci beaucoup d'abord pour ce plateau. Et c'est l'occasion pour nous de saluer la clairvoyance du chef de l'État. Parlant du PND, sincèrement, nous avons suivi tout le processus. Et c'est le moment de le dire publiquement en disant le chef de l'État, et enfin, je cite d'ailleurs le chef du gouvernement qui dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce PND, nous avons suivi beaucoup de pays, mais au Togo, le portage, la volonté politique est très forte. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas déjà évident. Et regardez les séries d'actions que le Togo a connues ces 2 dernières années. Les conférences sur conférences, l'ambition de faire du Togo un pays qui rayonne au-delà de la sous-région. Donc, je pense que l'avenir est prometteur. L'avenir est prometteur à partir du moment où chacun arrive à s'approprier le document du PND.
Parce que c'est vrai, le chef de l'État peut avoir de grandes ambitions pour le Togo, mais si les Togolais, chacun dans son rôle, n'arrive pas à s'approprier ce document et n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire au quotidien, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs. Donc, pour moi, le défi reste un défi d'appropriation, un défi d'amour pour son pays, un défi de patriotisme et qui, finalement, va nous permettre de converger vers un Togo plus prospère, un Togo émergent. Merci beaucoup, monsieur Stéphane Akaya, conseiller économique et financier du Premier ministre. Monsieur Kazadi, au niveau du PNUD, quels sont vos souhaits pour le Togo, on va dire? Eh bien, nos souhaits pour le Togo, c'est que ce parcours que nous avons eu l'occasion de suivre depuis quelques années, mais qui a commencé déjà il y a bien longtemps, depuis la reprise de la coopération en 2008, avec la grande conférence des donateurs qui avait eu lieu à Bruxelles, que ce parcours soit consolidé. Je crois qu'on est aujourd'hui autour de 5% de croissance avec une réduction constante de la pauvreté. On ne peut que s'en féliciter parce que le Togo, qui a eu 15 années de difficultés sevrées de l'aide, est aujourd'hui dans la moyenne et même, je dirais, un petit peu au-dessus de la moyenne des pays africains. Ça, c'est une performance. Maintenant, il faut passer à l'autre étape. Je crois que c'est l'ambition des hautes autorités de ce pays et tout est fait pour cela. Et je ne peux que souhaiter que cela arrive le plus vite possible parce que toutes les conditions semblent réunies pour autant que le consensus interne le permettent. Et je pense qu'on a aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, un pays qui s'appelle le Togo, qui, par ses atouts, peut faire la différence, peut réellement montrer que dans 5, 10 ans, 15 ans, il y a moyen de changer la figure de l'Afrique. Merci beaucoup, monsieur Kazadi, conseiller économique au PNUD Bureau Togo. Monsieur Romévo, nous allons terminer avec vous. Bien, je pense que les différents intervenants sur ce plateau ont vraiment mis l'accent sur les mots d'ordre essentiels. C'est appropriation, engagement pour la mise en œuvre. Cela a été dit, nous avons beaucoup travaillé ensemble, toutes les parties prenantes, pour s'approprier les ODD et véritablement définir ensemble quelles étaient les réelles priorités sur lesquelles il fallait véritablement s'appesantir sur les premières années. Et c'est ça que le plan national de développement récupère pour pouvoir, d'une manière cohérente et assez globalisante, montrer la manière dont le Togo va cheminer dans la réalisation de son ambition de développement, tout en tenant compte, je l'ai déjà dit, des différents engagements qu'il a pris au niveau continental avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et au niveau mondial, notamment avec l'agenda de développement durable avec les ODD. Et aujourd'hui, le réel défi, c'est le défi de la mise en œuvre. Et le défi de la mise en œuvre passe bien entendu par le défi de l'appropriation effective pour effectivement, dans l'opérationnel, pouvoir au quotidien penser à la mise en œuvre des actions qui vont progressivement nous permettre de mettre les pierres les unes pour les autres pour pouvoir construire l'édifice et pouvoir atteindre effectivement les ambitions de développement à moyen terme à l'horizon 2022, mais qui restent effectivement sur le chemin et la trajectoire de la vision à l'horizon 2030. Donc le plan national de développement, c'est le défi du moment pour pouvoir le mettre en œuvre et qui va nous permettre sur les 5 années qui viennent de pouvoir véritablement réussir une transformation structurelle pour pouvoir mieux mettre au cœur de notre développement à la fois les enjeux économiques, les défis sociaux et puis la transversalité de la question environnementale pour pouvoir justement garantir que sur ces 3 dimensions du développement durable, nous développons effectivement les actions, les projets pour pouvoir effectivement écheminer. Et donc, comme cela a été dit, c'est l'appropriation, les défis de la mise en œuvre pour pouvoir justement au quotidien faire en sorte que toutes les parties prenantes, qu'elles soient de la société civile, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé qui a véritablement montré son engagement à pouvoir contribuer à la mise en œuvre et bien entendu l'administration, le gouvernement, travailler en synergie et en symbiose pour pouvoir ensemble
réussir les défis du développement du Togo pour pouvoir le propulser sur le chemin de l'émergence. Merci beaucoup, Monsieur Etri Homivo, secrétaire général du ministère de la Planification. Merci, chers invités, d'être venus sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, vous l'avez donc compris, le défi du développement et de l'émergence est donc lancé à l'horizon 2022 pour le PND, à l'horizon 2030 donc pour les ODD, à chacun donc de pouvoir jouer sa participation, donc ça a joué sa partition pour relever ce défi. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.